Martine, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, dans cette cave moderne. On la remarque, Ouais. on va raconter cette belle histoire. Alors on est là, voilà, ça se voit tout de suite, on est là pour les blancs. Pas de Euh, problème. Très content de parler avec une vinificatrice comme vous d'expérience des blancs en Corbière, parce que je le dis souvent, quand je demande aux gens est-ce que vous connaissez les blancs de Corbière, on va dire que c'est pas franchement la couleur qui vient Non, immédiatement à l'esprit. non. La production, d'ailleurs, j'ai pas vraiment de chiffres, je sais pas ce que ça représente Je crois aujourd'hui. qu'on est à 3-4% Oui, maximum. c'est ce que Donc, j'avais en tête. pas plus. Or c'est une grande couleur, le blanc. Pour moi, la grande couleur méditerranéenne, c'est le blanc. Ouais. Mais Martine, vous êtes originaire d'ici, mais le parcours est intéressant parce qu'en dégustation à l'aveugle, moi, je reconnais vos vins, dans le bon sens du terme. Je reconnais un style, je reconnais quelqu'un qui a une patte sur les vins blancs. Alors, expliquez-moi, cette patte sur les vins blancs, elle vient d'où? De mon parcours professionnel, donc étant œnologue de formation, ayant fait mon DNO à Dijon, Mais natif natif d'ici, d'ici, et je ne voulais pas aller à Bordeaux, je voulais monter plus haut et voir justement ce qui se faisait plutôt dans les régions septentrionales. Donc d'où mon inscription en DNO à Dijon. Et je ne regrette pas du tout parce que justement à la sortie du DNO, bon, je me suis mariée entre-temps, mon époux a été muté en Alsace, donc là, ben voilà, découverte d'une nouvelle région, mise en œuvre entre guillemets de ce que j'avais appris à l'école, mais on est tombé quand même dans un chaudron parce que donc jeune fille entre guillemets, pas alsacienne, ne parlant pas l'alsacien. Ça faisait quand même beaucoup de choses. Et travailler dans le vignoble. Et conseiller, parce que vous êtes conseiller, parce que j'étais œnologue. donc œnologue conseil. Je travaillais dans un laboratoire. Donc j'avais un pool de vignerons à suivre en vinification et après tout au long de l'année jusqu'à la mise en bouteille. Donc bon, il ne fallait pas raconter n'importe quoi. Et bon, les débuts ont été compliqués parce que bon, voilà, c'est quand même assez fermé le milieu du vin en Alsace, surtout dans les années 87-88. Donc bon, voilà. Mais on était peu de femmes à travailler comme œnologue. Mais bon, c'est vrai que toutes les autres, comme j'ai dit, on était 5, à l'ordre des œnologues, je crois qu'on était 5 femmes sur presque une centaine d'adhérents. Ah oui, oui. Donc on ne faisait pas le poids. Bon, c'est vrai que toutes les autres nanas, entre guillemets, je les connaissais, on s'est serré les coudes. Bon, on avait des postes, il y en avait qui bossaient dans des CAFCOP, d'autres, comme moi, un œnologue conseil. Donc c'est vrai qu'on échangeait énormément. Je sais que j'avais une collègue qui était originaire de Lézignan. Donc bon, on s'est retrouvés là-haut par hasard, vu qu'elle avait fait le DNO à Montpellier. Donc bon, voilà. Et puis c'est vrai qu'au fil des années, j'ai appris, j'ai touché du doigt comment justement il fallait ramasser les vins, les raisins, à quelle période il fallait vraiment les ramasser, maturité optimum ou sous-maturité, le rapport alcool-acidité. C'était primordial. Donc c'est vrai qu'après, quand je dirais l'appel du Sud a été trop fort. Donc ça, c'est quoi, 97, 10 ans, ouais, à peu près. 10 ans d'Alsace, voilà. et retour... Et retour à peu près, ouais, 97 ici. Donc installation JA donc avec Christophe, donc mon frère. Mais ma maman était en CAFCOP, donc on s'est installé en CAFCOP, mais vite l'envie de voler de nos propres ailes et surtout de mettre en valeur et ce qu'on avait appris aussi bien lui à Supagro que moi de mon parcours professionnel, vu qu'on a 6 ans d'écart avec Christophe, on s'est dit, en 98, feu, on se lance. Donc, mon père avait eu l'idée de racheter une vieille cave dans le village 10 ans avant. Donc, je me souviendrai toujours, la décision s'est prise au mois de mai, au mois de septembre d'après, le mois de septembre, donc 3-4 mois après, on rentrait du raisin. Donc il fallait être un peu gonflé, mais bon, voilà, on y est arrivé. Et je me souviens très bien aussi, la première année, j'ai vinifié 200 hectos. Donc c'était tout petit. Tout petit, tout oui. petit. On avait acheté un pressoir, un égrappoir, mais bon, voilà, on étraînait tout ça, on était tout contents.
Et donc depuis, ben, on a fait quand même pas mal de parcours, on a restructuré l'exploitation, on est passé en bio, on a construit ce nouveau bâtiment et maintenant très pratique. je vinifie plus de 2000 hectos. Voilà, plus de 2000, presque 2500 hectos. Voilà. Et je peux vinifier maintenant parcelle à la parcelle parce que justement j'ai les cuves adaptées pour. Donc ravi d'avoir fait ça, d'avoir attendu et d'avoir fait des étapes justement dans le parcours pour en arriver là maintenant. Dans la construction de voilà. Alors vos mains vous trahissent, hein, voilà. Les vinificateurs quand ils sortent de vendange. Alors pourquoi rouge? Parce que il y a un beau territoire de rouge qui s'appelle Boutnac, qui n'est pas l'objet de notre visite. Hein. On est déjà venu sur Boutnac. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Le blanc, ici, il est toujours, on ne sait jamais comment l'appréhender. Est-ce que c'est un vin très méditerranéen, très riche, très puissant, avec qui est construit sur l'alcool, ou au contraire, il faut aller chercher quelque chose de plus subtil? Vous avez toujours l'impression qu'il y a j'ai même l'impression que le problème ne se pose pas pour vous. Il y a une forme d'évidence dans vos vins blancs. Et ça doit commencer aussi à la vigne. À la vigne, évidemment. Donc déjà, les blancs, on n'a aucun blanc sur le terroir de Boutnac, parce que Boutnac, ayant deux types de sols, les grès rouges de Boutnac le long de la Pinada et les argilo-calcaires au niveau du planal de Villemajou, très puissant, sol très profond et tout. Mais bon, je considère, c'est peut-être une hérésie, mais que des blancs là-haut n'ont rien à y faire parce que justement, il fait trop chaud. La réverbération du soleil et la restitution de la chaleur la nuit au raisin, pour moi, non, c'est pas le truc que je recherche. Donc, justement, ayant un très beau terroir sur le terroir de Fontfroide, qui, à mon goût, est totalement méconnu parce que justement c'est un terroir froid par excellence parce que c'est du grès, grès plus ou moins entre guillemets gréseux ou sablonneux, tout dépend les coteaux. En haut vous avez du grès, plus vous descendez plus vous avez du sable. Mais justement moi les blancs, quasiment tous les blancs, je les le long de la colline de la Bouisse, d'où le nom du domaine, et on est vraiment sur des cailloux de grès. Et en plus, on est exposition sud-est, donc soleil du matin, pas d'après-midi, au levant. Donc ça nous confère, et puis c'est vrai que le grès par excellence confère la minéralité, il n'y a pas photo, et puis surtout ce côté, la fraîcheur. Moi, c'est ça que je recherche. Donc, comme vous dites, moi, les 14,5 d'alcool, alors je le fuis comme la peste. Donc, quand on va vendanger, alors j'ai tout le monde contre moi parce que je suis pénible. Tous les jours, en gros, on fait des contrôles de maturité et à l'instant J, c'est pas J+1. Donc, on vendange. Alors, quand c'est les vendanges à la main, on se dépêche d'avoir les vendangeurs quelques jours avant de manière à pouvoir vendanger le jour J. Et quand on vendange à la machine à vendanger, 3 heures du mat, on est dans les vignes. À 7 heures, j'ai le raisin dans le pressoir. Il faut que ce soit vraiment dans un tempo, une case très très précise. Très très précise. Et alors le choix aussi des cépages, c'est intéressant parce que moi qui suis un fan du Carignan blanc, je découvre après toujours, je goûte les vins puis je découvre un petit peu la fiche technique comme on dit. Et d'où vient ce plaisir du Carignan blanc? Parce que dans votre génération, on n'a pas beaucoup concru au Carignan blanc. On va dire, le Carignan blanc, ça fait partie des mauvais élèves dans la tête des gens. Et je suis profondément choquée de ce qui lui est arrivé parce que ça a été arraché à tour de bras. Et moi, justement, j'ai fait une sélection massale du Carignan blanc. Donc, et mon grand-père, je me souviens, parce que si je fais ce métier-là, je le dois à mon grand-père maternel, vu que c'était chez eux que je venais à toutes les vacances. Il m'amenait dans les vignes lorsque j'étais gaffette, entre guillemets, et justement, souvent des vignes et de Terrette et de Carignan blanc, il me disait, bien sûr, aux vacances de la Toussaint, et il me disait,
Martine, viens goûter si c'est bon. Donc ça, c'est des souvenirs d'enfance qui m'ont marqué. Voilà. Les grands cépages tardifs blancs du Languedoc, voilà, il faut quand même y revenir. Voilà. Ça serait l'objet de tout un sujet parce que c'est passionnant. Donc voilà, moi j'ai identifié vos vins fonctionnent. Et puis, on va parler un peu de ce qu'on a dans le verre parce que ça, c'est une cuvée. Comme vous avez construit une cuvée un peu haut de gamme en rouge, en Boutnac, quand vous avez réfléchi à son pendant en blanc, sur quel axe vous aviez envie de travailler ? Déjà, il fallait qu'il y ait le Carignan blanc. Pour moi, comme je vous ai dit, ça fait partie des grands blancs du Languedoc, des grands cépages blancs du Languedoc, totalement méconnus, justement. Donc, je voulais impérativement avoir un bicépage, vu que je voulais le présenter en Corbière. Donc, le Carignan blanc, avec quoi on peut l'associer ? Ça coulait de source avec le Vermentino. Voilà. Donc, on a fait un 50% exclusivement jus de goutte. Donc, jus d'égouttage, de Carignan blanc. Donc, jus d'égouttage, juste un peu de technique, c'est-à-dire que vous touchez quasiment pas au pressoir, c'est vraiment... On a mis le raisin dans le pressoir, ce qui s'est... Égrappé ? Oui, égrappé, mis dans le pressoir, et les premiers jus qui sont sortis en égouttage, entre guillemets, c'est ceux qu'on a utilisés pour faire cette cuvée-là. Oui, donc du coup, il y a un rapport à l'oxygène très différent, c'est vraiment ce qui sort vraiment de la grappe. Il n'y a pas de contact avec la partie pépin ou peau épaisse. Donc on peut dire que c'est le rumsteak, si on parle comme en cuisine. Exactement, ou le filet. Ou le filet. Voilà. Ou le filet. Voilà. Et le Vermentino, vous l'avez comment ? Parce que bon, il est pareil, il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Moi, il y a une dizaine d'années que je l'ai planté, le Vermentino. Mais ça, j'en avais entendu parler il y a très très longtemps. J'en avais goûté des Vermentino corse, j'avais goûté des Vermentino de Provence. J'avais trouvé ça mais excellent. Je me suis dit, un de ces quatre, faut vraiment qu'on en plante sur l'exploitation. Ouais. Et puis, on a eu la chance de pouvoir acquérir, c'est parce que tout n'était pas à nous. En fait, toujours sur fond froide. Sur fond froide et sur la Bouisse, mon grand-père avait une vigne. Et au fur et à mesure des années, on a restructuré et on a acheté les parcelles tout autour. Donc là, maintenant, on part du bout de la Bouisse. Et là, je viens de racheter une parcelle au mois de septembre et on a quasiment la totalité de Saint-André à Montserrat. Il manque 2 parcelles qui sont encore en friche, mais bon, ça va venir. Et toujours des massales aussi pour le Vermentino ? Vous avez réussi non, à trouver là non, ça a été. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. J'ai fait des clonales là sur le Vermentino. Donc là, ça a été vinifié et élevé, mais dans un fût bien spécifique. C'est du chêne italien non chauffé. D'accord. Je ne voulais pas... Cintré à la vapeur ? Cintré à la vapeur, voilà. Cintré, à la vapeur. Je ne voulais pas qu'on ait le côté, toasté qui vienne cannibaliser le côté aromatique des 2 cépages. Je voulais avoir vraiment le cépage tel qu'il est, sorti pressoir. Oui, et puis ça préservait un fruit aussi très intéressant. Parce que le Carignan blanc, moi j'adore ses qualités en bouche. Aromatiquement, il est un peu timide quand même. C'est timide. C'est pour ça qu'il fallait quand même quelque chose qui contrebalance. C'est pour ça qu'on a choisi le Vermentino. Mais par contre, au niveau puissance, mâche et tout, c'est extraordinaire le Carignan blanc. Et encore une fois, sans excès. C'est-à-dire que là, le choix de date de vendange se sente parce que c'est choix, parce qu'on a le raisin vraiment. Premier millésime de l'Indécent blanc, c'était 2020. C'est 2020. Le premier. Ah oui, c'est le premier. En fait, il y a eu un concours de circonstances. J'avais embauché un jeune apprenti qui était en BTS Viti-Hainaut et il devait faire un sujet de stage. Bon, on a dit, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et puis on est venu en discuter parce que je suis œnologue, mais j'ai quand même un œnologue qui me suit. Parce qu'à un moment donné, on a tellement la tête dans le guidon qu'on n'est plus objectif.
Enfin, pas que pour les analyses, c'est pour avoir un dialogue, Tout à fait. un peu une distance. Mais là, vous voyez, cet après-midi, il était là, on a tout goûté. Donc, c'est vraiment pour avoir un vrai dialogue. Bon, il sait que je pourrais me suivre toute seule, il n'y a pas de problème. Mais non, je ne veux pas. Je veux vraiment avoir un œil extérieur à l'exploitation. Et on en a discuté longuement. Et bon, il me dit... toi, de toute façon, où tu excelles, c'est sur les blancs. Donc, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui puisse vraiment sortir du lot. Et comme on avait déjà créé l'indécent rouge, je lui ai dit, je veux qu'on crée un indécent blanc. Et je veux impérativement qu'un des cépages principaux soit le carignan blanc. Et comme je vous ai dit, ça s'est imposé de lui-même qu'il fallait avoir un cépage un peu plus aromatique, le Vermentino. Et après, la mise en œuvre, l'achat du demi-muit et tout, bon, après, on a longuement réfléchi et on a dit, on ne veut pas du tout ce côté toasté. Donc, il faut qu'on ait un demi-muit qui ait été arqué à la vapeur pour vraiment ne pas cannibaliser les arômes du cépage. Sacrée belle réflexion quand même en amont pour aboutir à ça. Et dans un millésime comme 21, vous en avez fait aussi? Alors, sincèrement, le millésime 21, nous allons l'oublier. J'ai été gelée à 80-90%. oui. Les blancs, une cata. Je suis en rupture de stock de Vionnier. Voilà. Le Cyprius, on passe au 21 parce que là, j'avais prévu la chose. Par contre, en 21, et là, pareil, c'est un choix perso, il n'y aura aucune bouteille de rouge. Ah oui. Aucun Corbière rouge 21. C'était pas à la hauteur. C'était pas à la hauteur. Donc j'ai préféré faire une grosse cuvée Corbière vrac que j'ai vendue. Donc on a pu faire de la Tu trésorerie. devais être pas si mal que ça. C'était pas si mal que ça, mais c'était pas à la hauteur de ce que je veux mettre en bouteille. derrière l'étiquette. Donc on a préféré jouer sur nos stocks et faire l'impasse carrément du millésime plutôt que de faire quelque chose qui aurait été plus que moyen. Autant les blancs et les rosés 2021, extraordinaires, rien à dire. D'ailleurs, vous l'avez vu avec le Cyprius. Mais alors après, on a pris de la pluie. Et ce qui restait, qui n'avait pas été gelé, on a pris la pluie, 15 jours de marin, et en plus la pyrale des agrumes. Oui. Alors là, la totale l'année dernière. Tout a viré. La fin de vendange, ça a été au feu les pompiers. On a fini à la machine à vendanger, alors que d'habitude, on finit tout à la main. Donc là, j'ai dit, stop, on va arrêter de se flageller. Donc, Mais 2022 est arrivé. Oh là, alors là, sincèrement, je pense que 2022, très compliqué au niveau vinif des rouges, ça, il n'y a pas photo, mais on va goûte encore, les Malo-Soumar. Malo-Soumar avec sucre restant, donc assez stressant. Mais je pense sincèrement, on en rediscutera, on va être sur une année exceptionnelle, je pense, en 2022. Vous la voyez comme ça, oui. Ah oui, vraiment. Tout ce qu'on a fait là, les blancs, les rosés sont extraordinaires. Les premiers rouges qu'on a coulés, qu'on a pressés, ça se déguste merveilleusement bien. Donc, ce qui reste, bien sûr, c'est le meilleur, mais on sent le potentiel derrière, vraiment. Donc, bon, c'est vrai qu'il me tarde d'être dans un mois, que ça ait bien évolué, mais je pense sincèrement que le choix d'avoir zappé le 21, eh ben, ça va nous porter bonheur sur le 22. Ah oui. Puis la nature aussi, elle a un peu zappé 21, c'est pour ça qu'elle a donné peut-être beaucoup sur... Ah ben la nature, elle avait zappé depuis 2 ans quand même. Hein. En 2020, nous avons eu le mildiou et on a ramassé convenablement. On a perdu 40% de récolte. Et l'année dernière, 80%. Là, j'ai dit, s'il y en a une troisième, c'est bon. Domaine Labouisse, il n'existe plus. Mais bon, voilà, on se dit, la nature, elle sait écouter ce que les vignerons souhaitent. Et bon, on fait tout pour, parce qu'on essaie vraiment de... Et surtout, bon, on est en bio, donc on essaie de la... Comment dire, de la respecter, pas de la maîtriser, de la respecter. Et bien, franchement, elle nous l'a bien rendu cette année. Et là, je dis chapeau bas. Merci beaucoup. C'est un beau mot de la fin. Et puis, voilà, moi, j'invite tout le monde à se pencher sur les corbières blancs. Sérieusement, il y a des belles choses à découvrir. Parce que j'ai fait une très belle dégustation. C'est une autre vidéo qu'on pourra découvrir. Merci, Martine. À la vôtre. À la vôtre. Merci beaucoup.